plus. Mais bien sûr que je t'aime énormément même. Enfin, c'est pas pour ça que... Tu veux qu'on se marie? Mais non, je veux pas qu'on se marie. J'ai pas du tout envie, tu comprends? Pas du tout. Ces derniers jours, je me baladais sur Reddit et je suis tombée sur un titre qui a attiré mon attention. Et ce mot, engagement, je l'avais déjà vu revenir un peu partout sous mes commentaires YouTube, notamment sous ma vidéo sur le mariage. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vue et en barre d'infos. Dans cette vidéo, beaucoup disaient qu'avant de s'engager, il fallait être sûr. Avant de promettre, il faut trouver la bonne personne. Alors, j'ai creusé, forum, témoignages, et je suis revenue sur le subreddit initial, et plus je lisais les commentaires, et plus je comprenais une chose. Sur 127 commentaires, plus de 90% disaient la même chose. Ils ne veulent plus s'engager, ni en amour, ni en travail, ni nulle part en fait. I think we should stop seeing each other. Just like that? Just like that. Start from the beginning and tell us what happened. Quand on prend vraiment le temps d'observer ce que disent ces témoignages, on se rend compte que le problème n'est pas l'engagement en lui-même. Ce qui ressort, c'est quelque chose qui s'est installé progressivement au fil des années. Bon, je pense pas être la seule à avoir remarqué cette glorification de l'individualisme dans nos sociétés modernes et le rejet de certaines valeurs dont la famille. So many people think that they don't need community, that they can live alone, and that they're actually much better off without people because people are toxic and bad and I'm strong and I'm independent. Donne moins d'importance aux autres que tu ne t'en donnes. Notre manière de vivre a complètement changé. On a appris à se protéger, à se prioriser et surtout à faire passer notre équilibre personnel avant tout le reste. Mais tout ceci, ce n'est jamais formulé aussi directement. Et ça se voit très clairement dans les comportements. Beaucoup racontent qu'ils annulent des plans à la dernière minute, qu'ils ressentent parfois un soulagement quand un rendez-vous est annulé pour eux, et je l'ai vécu. Car maintenant, un rien leur demande une énergie qu'ils n'ont plus vraiment toujours. Un témoignage résumait très bien cette idée. Il disait que notre génération est la première à avoir grandi avec la possibilité de curer son existence. Autrement dit, décider à l'avance qu'on accepte ou non de la vivre. En lisant tout ceci, je me suis rendu compte que ce n'était pas un hasard. On est la première génération à avoir grandi dans une culture profondément individualiste. Avant, la plupart des individus se construisaient à l'intérieur des cadres collectifs, c'est-à-dire la famille, le couple, le travail ou même le groupe social n'étaient pas des options. Ils organisaient la vie. Ces cadres remplissaient 3 fonctions concrètes. Ils donnaient une place, un rôle et une continuité dans le temps. On s'engageait tôt parce que ces structures faisaient office de repères. Certes, ces structures limitaient les choix, mais elles réduisaient aussi l'incertitude. Depuis que je vais un peu mieux, j'ai envie de retrouver mon énergie féminine, de me sentir fraîche, de me plaire, d'être en accord avec moi-même et d'apprécier ma propre compagnie. Aujourd'hui, ce mécanisme s'est inversé. La construction de soi ne passe plus par l'appartenance, mais par l'autonomie. L'individu est encouragé à se définir avant toute forme d'engagement. On valorise la capacité à être indépendant, mobile et adaptable. Aujourd'hui, on ne se construit plus à travers la relation. On attend d'être bien tout seul avant d'aimer quelqu'un d'autre. Rien de mal à ça, ce n'est pas un mauvais idéal. Je suis totalement pour de s'aimer avant d'aimer quelqu'un et de s'engager avec une personne, mais voilà où ça devient intéressant. Quand on a appris à se construire seul et à protéger son espace, toute forme d'engagement commence à ressembler à une menace potentielle. C'est dur pour une personne accomplie d'accepter que l'autre personne prenne de la place dans un équilibre qu'on a mis des années et des années à construire. Dans une société où le confort émotionnel est devenu une priorité et où l'inconfort est perçu comme un signal d'alerte, l'engagement, il ne fait plus rêver. Dites-moi, vous, si oui ou non vous vous êtes déjà engagé dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Si oui, dans quoi? Ça m'intéresse, donc dites-moi tout ça en commentaire.
Alors bien sûr, ce serait trop simple de dire que la Gen Z refuse l'engagement, parce que la vérité c'est qu'elle s'engage. Laissez-moi vous expliquer. Notre génération s'engage à fond dans des projets créatifs qui durent des mois et des mois, dans des causes sociales. La Gen Z, comme on l'appelle, la génération Z, des milliers de jeunes Marocains s'insurgent et sortent dans la rue depuis maintenant 3 jours. Elle s'engage aussi dans des amitiés qu'elle nourrit avec une belle intensité. Mais dès qu'il s'agit d'un engagement qui porte le mot « toujours » ou « pour longtemps », là, ça bloque. Et en creusant, je pense avoir trouvé pourquoi. Pourquoi est-ce que cet homme ne veut pas s'engager? Je vais te dire la pure et simple vérité. C'est parce qu'il a extrêmement peur de perdre sa liberté. Allons un peu plus profond dans l'engagement d'une relation. Aujourd'hui, on est d'accord, le problème n'est plus de rencontrer quelqu'un. Des rencontres, il y en a partout. Le problème, c'est qu'il y a toujours l'idée qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Cette simple conscience change profondément notre manière d'aimer. Parce que s'engager aujourd'hui, ce n'est plus seulement dire « oui, je choisis cette personne ». C'est accepter aussi de renoncer à toutes les autres possibilités. Donc, à se détacher de toute sa liberté. Est-ce que t'as peur de l'engagement? Parce que ça pourrait être paradoxal, alors que ça fait 9 ans que t'es en couple. Genre même là, ça fait 9 ans, parfois je me dis putain mais c'est jusqu'à la fin. Et au jour le jour, j'apprécie chaque moment, sauf que tous les jours bout à bout, c'est la fin, tu vois. Enfin, c'est genre la vie. En fait, il y a aucune raison qu'on se sépare, mais en même temps, si ça continue comme ça, on va passer toute notre vie ensemble. Est-ce que je prends le risque de laisser passer peut-être la relation de ma vie pour coucher avec 3 personnes et me rendre compte qu'en fait c'est trop naze? Je saurais peut-être jamais. Plusieurs témoignages parlent d'une sensation très étrange. Être avec quelqu'un, se sentir bien, être à l'aise, heureux même, mais malgré tout, garder une distance intérieure, juste au cas où. Comme si l'engagement total était devenu un pari trop risqué. Alors, beaucoup choisissent l'entre-deux, ni vraiment célibataire et ni vraiment en couple. On appelle ça les situationships. Situationship. And situationships. You're wondering, am I in a situationship? What are we? Et si vous ne connaissez pas ce mot, c'est le moment parfait pour en parler. En fait, on est quoi, nous? On est nous? Enfin, c'est bizarre comme question. So we hang out like every day. Yep. We go to dinner together, we go to the movies together. You stay at my house, I stay at your house. Yep. And we're not seeing anyone else. Sounds right. So that would mean we're dating, right? C'est cette zone où on voit quelqu'un régulièrement. On dort chez l'autre, on se présente à ses amis, on partage des bons moments plus ou moins intimes. Si quelqu'un demande « Ah, mais est-ce que vous êtes ensemble ?» Eh bien, on répond « Bah, c'est compliqué », alors que ça ne l'est pas forcément. Parce que mettre un mot, ce serait officialiser. Et officialiser, ce serait déjà trop. Le truc fascinant avec les situationships, c'est que personne n'est bête. Tout le monde sait que c'est bancal, ça mène nulle part. Mais on reste, parce que sortir de cette zone grise obligerait à trancher. Soit on s'engage pour de vrai, soit on met fin à tout ça. Les deux options font peur. Il y a quelque chose d'encore plus profond derrière tout ça. On vit dans une époque où on nous martèle qu'il faut optimiser chaque aspect de notre vie. Le meilleur job, le meilleur appartement, le meilleur corps, la meilleure routine et évidemment la meilleure personne. I'm pretty, right? Yes, of course, you are pretty, very pretty. Cette mentalité s'est infiltrée partout, y compris dans nos relations. Alors on swipe, on compare, on ne pourrait pas trouver quelqu'un de plus drôle, de plus ambitieux, de plus chic, de plus tchac. Et cette quête permanente de l'optimal nous paralyse. On a mis le monde dans nos téléphones et, paradoxe total, on n'a plus de place pour une seule histoire. Le soir, on swipe des têtes comme dans un catalogue. On parle à 2, 3, 5 personnes en même temps. J'ai lu un commentaire qui disait « J'ai 29 ans et je réalise que j'ai toujours cherché la personne parfaite. Résultat, je suis seule parce que la perfection n'existe pas. Mais j'ai saboté toutes mes relations à la chercher. » Alors sous ce commentaire, des dizaines de personnes répondaient que eux aussi ressentaient la même chose. Si je peux vous faire une petite confidence, mon père est absolument exceptionnel, ok ? J'ai le meilleur papa du monde. Vraiment, j'ai tellement un super père que pour moi, c'est inenvisageable d'être en couple avec un homme
moins bien que mon père. Donc, je mets la barre très 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 haute. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis arrivée à un âge où je veux plus perdre mon temps en fait. Ça veut dire si toi, là où tu es, tu sais que tu vas pas m'apporter une plus-value dans ma vie, reste où tu es. Si tu sais pas ce que tu veux t'amuser, reste où tu es, me calcule pas. Le temps, c'est de l'argent. C'est ça le nœud du problème, perdre son temps. Cette expression, elle revient partout sur les réseaux. C'est devenu, je pense, le top 5 des angoisses de notre génération. Et vous savez pourquoi cette peur est si forte ? Parce qu'on nous a appris à voir le temps comme une ressource à optimiser. Donc on parle de perdre son temps comme on parlerait de perdre de l'argent. Le temps est devenu notre capital le plus précieux. Alors on se demande si cette relation est un bon investissement. La question, est-ce que cette personne mérite que j'investisse mes années ? Donc si la réponse n'est pas un oui absolu et immédiat, eh bien on hésite. On reste dans l'entre-deux. On garde nos options ouvertes parce que s'engager pleinement, c'est prendre le risque de gaspiller ce temps précieux. Il y a quelque chose de profondément capitaliste dans notre manière d'aborder les relations aujourd'hui. Herbert Simon, qui a montré comment un nombre plus important d'options conduit au glissement d'une stratégie privilégiant la satisfaction à une stratégie de la maximisation. C'est-à-dire qu'on se contente moins de l'option suffisamment bonne et on cherche la meilleure option possible. Ce qui veut dire aussi qu'on peut constamment être en train de se demander si on a vraiment fait le bon choix, si on ne pourrait pas trouver mieux. On parle de retour sur investissement émotionnel. Genre, est-ce que cette personne me fait grandir ? Est-ce qu'elle m'apporte assez ? Est-ce que je progresse dans cette relation ? Et si la réponse est non, eh bien on se dit qu'on perd notre temps, qu'on pourrait investir notre énergie ailleurs, avec quelqu'un de mieux. Et cette logique, elle contamine tout. On commence à décoincer ce nœud-là. Après le premier nœud de perdre son temps, un autre nœud s'appelle la terreur du regret. La peur de rater 2 personnes, parce qu'on était occupé avec quelqu'un d'autre. La peur de réaliser trop tard qu'on s'est trompé de chemin. En refusant de t'engager par peur de perdre quelqu'un, tu perds ton temps quand même. Tu passes des mois, des années même, dans des situations ambiguës qui ne te rendent pas heureux, dans des relations qui ne sont satisfaisantes pour personne. Le temps passe de toute façon. J'ai retourné le problème à l'envers et je me dis qu'on se trompe complètement sur ce que signifie perdre son temps. Si le temps passé avec quelqu'un, même si ça ne dure pas éternellement, n'était jamais vraiment perdu. Une relation qui finit n'est pas un échec. Au cours de ces années, et même de ces mois, tu apprends qui tu es, ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux pas. Et c'est peut-être ça le vrai gâchis. Pas de s'engager et que ça ne marche pas, mais de ne jamais s'engager par peur que ça ne marche pas. Il y a un sociologue, Zygmunt Bauman, qui parlait de modernité liquide. L'idée, c'est que rien dans nos vies n'est plus solide. Tout est fluide, temporaire, en mouvement constant. On change de ville, de travail, d'identité, de corps. Les parcours de vie ne sont plus linéaires. On l'a tous compris. Avant, c'était études, CDI, mariage, maison, enfants, retraite, nanani, nanana. Alors qu'aujourd'hui, on fait une école de commerce et puis on devient un prof de yoga et puis on décroche un CDI et on part 6 mois en Asie et on vit en couple puis on prend un break pour se retrouver. Et toute cette flexibilité, on dit que c'est de la liberté. Alors c'est vrai d'une certaine manière, mais cette liberté a, je pense, un prix. Le prix invisible de la flexibilité. Quoi ? Pour ceux qui sont pas au courant, je suis en couple depuis plus d'1 an avec le Hub. Et depuis le début, on sait qu'à un moment il va partir vivre au Canada et qu'à ce moment-là, on se séparera. Et c'est officiel, le billet est pris pour septembre. Alors qu'aujourd'hui, tu vois ton ex faire le tour du monde sur Insta, tu vois ton ancien collègue qui a lancé sa start-up et cette fille de ta promo qui vient de se marier. Et à chaque fois, inconsciemment, tu te demandes « Ah, et si j'étais restée avec cette personne ? Et si j'avais osé demander à cette fille de sortir avec moi ?» Comme un grand homme l'a dit, avec des si, on refait le monde. Vu qu'il y a beaucoup de commentaires sous ce subreddit, j'ai lu quelque chose qui m'a tilté. Quelqu'un disait « Je préfère ne rien construire plutôt que de construire quelque chose de médiocre. » Et ça, c'est tellement révélateur. On a tellement peur de l'échec, tellement peur de ne pas être à la hauteur,
qu'on préfère ne rien tenter. Vous savez, il y a quelques mois, je me lançais sur YouTube, mais avant ça, je voulais trouver la caméra parfaite, faire le montage le plus qualitatif possible, et finalement, vous regardez ma première vidéo, elle n'est pas parfaite. Et rien ne l'est encore aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'ai quand même vaincu cette peur de la médiocrité. Alors maintenant, la vraie question est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Moi, je pense sincèrement qu'il y a une issue, bien évidemment, mais elle ne ressemble pas à ce qu'on attend. La première chose à comprendre, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors la solution n'est pas de faire comme nos parents, parce qu'on ne vit pas dans leur monde. On doit contrôler ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire notre présence, notre honnêteté et notre intention. Le reste, on verra. Accepter l'imperfection. Ça, c'est la deuxième chose. Accepter le fait qu'on ne sera jamais parfait. Il n'y aura jamais de moment idéal. Jamais. Il n'y aura jamais de personne parfaite. Et c'est ok. Et enfin, il y a le courage de choisir. Il va falloir réapprendre à choisir. Savoir que c'est imparfait, savoir qu'on pourrait se tromper et choisir quand même. Parce que ne pas choisir, c'est aussi un choix. Au final, je crois que l'engagement est devenu l'acte le plus courageux de notre génération. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'on peut réinventer l'engagement ou est-ce que pour vous c'est un concept qui appartient à une autre époque? Alors parce que moi, je n'ai pas vraiment de réponse définitive, donc je vous attends en commentaire. Tout ce que je sais, c'est qu'on est en train d'inventer nos propres règles. Pour l'instant, on est juste au milieu du chemin. Et vous savez quoi? C'est ok de ne pas avoir toutes les réponses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne trouvera jamais ces réponses en restant à rien faire. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et maintenant qu'on est entre nous, je voulais vraiment vous souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur pour 2026. Apparemment, 2026, c'est l'année du renouveau. Donc je pense que c'est une bonne chose. Osez travailler pour réaliser vos rêves. Je vous souhaite une très belle année 2026. J'espère à mes côtés. D'ailleurs, abonne-toi si tu as aimé cette vidéo. Dites-moi aussi ce que vous voulez voir en 2026 sur cette chaîne et quel sujet vous voulez aborder. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Mouah!